Christian Breton, on a évoqué le stress hydrique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est un indicateur qui est simplement basé sur le rapport entre prélèvement d'eau et disponibilité de la ressource en eau. Donc c'est un indicateur qui permet de mesurer la pression sur le système hydrique et son évolution dans le temps. Ça veut dire que, par exemple, des villes utilisent plus d'eau chaque année que leurs réserves en possèdent. Sur le bilan total, oui, effectivement, Sur le c'est bilan des total. prélèvements dans le stock d'eau qui sont trop importants. D'accord. Et donc, les stocks ne sont pas renouvelés, en fait. Exactement. Si on parle des nappes phréatiques, etc. Tout à fait. C'est ça, le stress hydrique. OK. Et puis, il est frappant, on l'a vu dans ce sujet, on a entendu cette dame, là, dans un bidonville du Cap, de voir à quel point l'accès à l'eau révèle, ou voire même accélère les inégalités, non? Oui, évidemment, si le stress hydrique augmente, on a les rivalités d'usage qui vont être cristallisées. Si on l'a très bien vu pour le Caire, des situations qui diffèrent énormément entre des quartiers plutôt bien dotés, plutôt bourgeois, qui ont évidemment un accès privilégié et qui ont des moyens pour pallier la sécheresse, et les townships qui, eux, sont très mal raccordés. Donc évidemment, le stress va augmenter ces rivalités et aussi cristalliser parfois des déséquilibres ou des inégalités d'accès. Si vous étiez maire de Mexico ou maire de Bagdad, qu'est-ce que vous feriez pour assurer l'alimentation en eau potable pour tous? Alors, je dirais qu'il y a différents leviers d'action qu'il faut mobiliser en même temps. Il y a un premier levier d'action qui est la prévision. Essayer d'anticiper le changement climatique avec notamment la construction d'infrastructures par rapport, par exemple, des nouveaux bassins de rétention. On peut également agir sur l'aménagement urbain, travailler pour éviter que l'eau qui s'écoule ruisselle et quitte le périmètre, et plutôt essayer qu'elle recharge les nappes phréatiques à travers des techniques d'infiltration. Le troisième levier, c'est la qualité des infrastructures. On voit que dans ces métropoles, souvent la qualité des infrastructures est très mauvaise, avec des taux de fuite, par exemple à Rome, qui s'augmentent presque à 50%. Donc ça veut dire que toute l'eau est distribuée dans les tuyaux, il y a la moitié qui est perdue. Exactement. Donc là, on a un levier d'action extrêmement important pour agir rapidement. Malgré tout, néanmoins, c'est des infrastructures qui coûtent extrêmement cher et il faut encore avoir les capacités financières pour pouvoir le faire. Et la quatrième? Et le dernier levier, je dirais que c'est le comportement individuel. Ouais. Donc travailler sur l'information, sur la sensibilisation pour changer les comportements vis-à-vis de la consommation de la ressource. Il a fallu attendre 2010 pour que les Nations Unies déclarent l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change là aussi? À nouveau, ça change énormément de choses. Déjà, on peut s'étonner qu'il ait fallu attendre 2010 pour que ce droit soit reconnu, ce qui est relativement tard. Et d'autre part, ça change beaucoup parce qu'on se dote d'un instrument juridique en plus pour lutter contre les inégalités d'accès à la ressource en eau. Donc à partir du moment où on formalise ce droit, les arbitrages sont produits différemment et les négociations, le poids dans les négociations change également dans la priorisation de l'eau comme un droit essentiel pour l'être humain. Et donc...